qu'on va avoir répartis sur toute l'année, des besoins répartis sur toute l'année ou en adéquation avec les ressources solaires. On va voir plus loin que la saisonnalité n'est pas un problème dans certaines utilisations. Donc les équipements de santé, hôpitaux et maisons de retraite, il y a toujours de la consommation. Les logements collectifs, bah, normalement, il y a modulo un peu le mois d'août où tout le monde est en vacances, il y a de la demande. Les équipements d'accueil touristique, là, on est bien sur une adéquation avec la ressource solaire. Je pense qu'en Ardèche, le tourisme est plutôt couplé avec le soleil. Hein, on n'est pas sur des stations de ski, c'est pas le même niveau. Et les équipements de loisirs, dans la mesure où, bien sûr, ils sont ouverts quand il y a du soleil. Si vous avez une piscine qui est pas ouverte en été, c'est un problème. Les prisons, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais c'est des logements longue durée, on va dire. Hein. Les stations de lavage auto et les industries, sous réserve bien sûr que ces industries aient un besoin d'eau chaude sanitaire. La station de lavage auto, on n'y pense pas souvent, mais elle consomme beaucoup d'eau chaude. Donc, les besoins, les mauvaises applications, c'est quand les besoins d'eau chaude sont peu importants, mal répartis sur l'année ou en mauvaise adéquation avec la ressource solaire, donc avec le rayonnement. Typiquement, les établissements scolaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des congés et en plus, ils sont en été. Les équipements sportifs, alors avec un bémol quand même, les équipements sportifs, ceux qui sont très intermittents, si vous avez un centre de formation au football sur votre commune, il y a de grandes chances qu'il soit quand même plutôt pas mal utilisé. Hein, donc mais par définition, dire je vais faire du solaire sur le gymnase qu'on utilise 2 soirs par semaine, ben, ce n'est pas forcément la bonne idée. Et les bâtiments tertiaires, parce qu'ils n'ont pas de grands besoins d'eau chaude et qui sont occupés de façon très intermittente. Alors, attendez, il faut que je dégage ça parce que ça me cache l'essentiel. Les points clés d'une faisabilité. Hein. Allons bon. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. Donc, on va regarder les besoins d'eau chaude. Quand on étudie un projet, on regarde la répartition sur l'année et la précision de notre évaluation des besoins d'eau chaude, l'implantation des capteurs solaires, surface disponible, orientation. Le masque, c'est la présence de, comme on peut le penser, d'ombrage à proximité, un arbre, un bâtiment, oui, principalement un ouvrage d'art. Et puis la liaison avec la chaufferie, parce qu'on parle de solaire thermique, donc forcément, on est sur un vecteur calorifique qui va se liaisonner avec des moyens d'appoint, une chaufferie. Et puis la surface technique disponible dans le local d'appoint, hein, et les besoins du système d'appoint. Les réalisations, je peux vous les montrer déjà dans un premier temps. Il y a un très bon site qui s'appelle Sokol, qui montre un peu les réalisations. Un EHPAD, Bouton d'Or, je vais aller vite, hein, on n'a pas trop de temps. C'est en Vendée, donc vous voyez que l'exposition solaire n'est pas exceptionnelle. On est toujours en dessous de Nantes, mais au-dessus de Bordeaux. J'ai essayé de cibler des tailles de réalisation qui soient, on va dire, plus en adéquation avec ce qu'on peut trouver en Ardèche, hein, qui ne soient pas très urbains. Donc 36 résidents, ce n'est pas énorme, hein, un EHPAD. Donc ils ont mis 23 mètres carrés de capteurs bien orientés. Et si on va directement aux besoins, ils ont produit donc aujourd'hui 11 000 kWh par rapport à 25, donc 43% de taux de couverture des besoins, avec une productivité de 480 kWh par mètre carré par an au sol, voilà, et avec des aides à l'époque, hein, puisque les aides varient, M. Razard reviendra dessus, suivant les politiques de l'ADEME, mais voilà, un investissement qui est passé de 20 000 à 12 000 euros, hein, et avec un suivi qui fait qu'effectivement, la première année, la productivité solaire a été bien supérieure à ce qui était prévu, donc avec un taux de couverture de 60%. Donc, c'est un petit geste pour l'environnement, mais c'est plutôt pas mal. Une piscine municipale, si elle veut bien venir. Voilà. Là, on est du côté de Limoges. Alors, juste, Monsieur Druon, nous, on ne voit pas Ah, bah, c'est dommage. ce qui est affiché. Ah, Je sais bah, pas fallait me le dire. si... Alors, Ah je oui, vais non, vous, pour la première, après, c'est parce que là, c'est parce qu'effectivement, je n'ai pas partagé le bon document. Voilà, je vais vous le montrer.
Une piscine Ouais, municipale, super. donc on a la piscine municipale d'Aix-sur-Vienne. Donc, on est pareil dans un endroit, une petite piscine, 25 mètres, hein, c'est une piscine raisonnable, hein, 25 mètres, du côté de Limoges. Voilà, on a pas mal on a 60 mètres carrés de capteurs, des ballons de stockage et du gaz naturel en énergie d'appoint. Ben, sur des besoins annuels, alors là, c'est très symbolique, hein, sur 307 000 besoins annuels, kilowattheures de besoins annuels, on en a un peu plus de pratiquement 15% qui ont été couverts par une productivité solaire. Mais bon, ben, si on veut avancer, c'est ça. Temps de retour sur investissement après aide à l'investissement, 9 ans. Donc là, voilà, c'est une façon de faire des économies. Je vais continuer, vous allez me dire si vous la voyez, celle-là, sur Asa. A priori, un camping qui peut être intéressant en Ardèche. Pareil, camping, il y a quand même beaucoup de consommation d'eau. Donc là, il y a une petite étude un peu plus fine à faire pour voir l'adéquation entre les besoins et l'ensoleillement, hein, bien sûr, mais sur une saison de mai à octobre en camping, il n'y a pas trop de soucis. On est assez coordonnés. Donc là, ben, 34 mètres carrés de capteurs sur une toiture avec une réalisation. Alors, je vous passe le schéma technique, ce n'est pas le plus passionnant. Mais pareil, on a couvert 33% des besoins, hein, avec une économie. Donc là, on n'a pas eu les aides financières communiquées parce que le schéma, le réalisateur Éclore est un prestataire qui fait finalement de la réalisation et qui se rémunère sur les économies. Donc, il y a des schémas un peu particuliers. Là, vu qu'on était en face du propane, il y avait une belle économie. Hein, mais un camping, on va dire, dans les montagnes d'Ardèche, il n'y a pas forcément une énergie peu chère en face. Donc, il y a du sens à travailler sur les douches. Dernier point, un abattoir, pourquoi pas, hein, municipal. Là, on est en Corrèze. Un abattoir municipal, ça utilise beaucoup d'eau. Alors, je sais que ça ne fait pas très rêver un abattoir comme référence. Hein. Je préfère le tourisme, mais pareil, là, ça a été équipement, une très grande surface de capteurs avec un gros stockage. Et finalement, il y avait 3000 m3 d'eau chaude utilisée. On a économisé la moitié de la production d'eau chaude. Et là, c'est dans un schéma directeur ou un contrat chaleur, je pense que ça peut être intéressant si vous identifiez ce genre d'opération, hein, avec des belles subventions, avec quand même 12 ans de temps de retour. Mais voilà, là, c'est une véritable mesure d'ampleur sur un abattoir avec une productivité qui est au-dessus de 400 kWh par mètre carré, ce qui est le minimum demandé par l'ADEME. Je vais essayer de repasser sur le partage de ma présentation. Est-ce que vous la revoyez ou est-ce que j'ai raté? C'est bon, on la revoit, Je, oui. je vais la remettre en plein écran. Voilà. Voilà, super. Donc, l'évaluation des besoins d'eau chaude. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'évaluation des besoins. Ce qu'il faut retenir, c'est pour un système traditionnel, donc une chaufferie, quand on a, ou un chauffage collectif, quand on a un doute sur le dimensionnement, on surdimensionne. C'est-à-dire qu'une chaudière plus grosse que ce dont on a besoin, elle aura un moins bon rendement, mais globalement, elle fournira. Pour une installation solaire, c'est le contraire, parce que c'est techniquement le sujet. Si les capteurs sont surdimensionnés, on va trop produire, on va monter en température, et donc, dans le doute, on sous-dimensionne. Ça explique souvent pourquoi des installations par le passé ont été mal conçues et se sont dégradées. C'est parce qu'à l'époque, on pensait qu'il valait mieux surdimensionner. Aujourd'hui, on maîtrise bien. Il y a des schémas techniques qui sont là pour accompagner les concepteurs et les installateurs. Il n'y a pas de problème, on sait dimensionner. Hein, donc, les objectifs sont différents. Les quelques ratios, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais de besoins d'ECS, un logement, 30 litres par personne et par jour à 60 degrés, sachant qu'on ne l'utilise pas à 60 degrés. Hein, l'eau, elle est mitigée en général quand tu l'utilises. Un logement moyen, c'est 2,4 personnes, 2 personnes et demie par logement. Donc, on est sur du 70 litres par jour, 70 soit à 80 litres par jour et par personne. Donc, les logements, avec une saisonnalité, pardon, vous voyez que on consomme moins en août qu'en janvier. Ben, d'abord, il fait froid dehors, on se douche peut-être plus longtemps, et puis on n'est pas forcément présent pendant les congés.
ça peut être adapté sur des… Là, on parle de logement et pas d'hôtellerie. Les maisons de retraite, bah, malheureusement, nos anciens utilisent moins d'eau chaude pour diverses raisons, hein. Ils ont moins la capacité à prendre des douches, il faut qu'ils soient accompagnés. Les hôpitaux, donc on est à 15-25 litres ramenés aux 30 litres qu'on voyait par personne et par jour. Donc ça, c'est des ratios de consommation. Ça dépend quand même fortement des équipements et du personnel à disposition par rapport à la dépendance des patients. Mais une EHPAD, c'est toujours quelque chose d'intéressant a priori comme cible. Et donc après, il faut préciser le potentiel. L'hôtellerie, bien sûr, moyennant la vigilance sur les périodes d'ouverture et le taux de remplissage habituel. L'hôtellerie, c'est pareil. On est sur du 30. On est un peu sur le ratio logement, on va dire, hein, en fonction du nombre d'étoiles, ça peut être beaucoup plus, hein. L'hôtellerie de luxe, les gens ont tendance à se couler des bains, etc. La restauration rajoute un peu de consommation liée bien sûr à la vaisselle. Et les campings, bah, on est sur 12 litres par personne et par jour. C'est en général en été, les campings, de toute façon, donc on se douche un peu moins, hein, et moins chaud surtout. Les établissements scolaires, alors bougez pas, je vais bouger ça parce que ça me fatigue. Il faut faire attention aux périodes d'occupation et de vacances dans tout ce qui est internat, gymnase et crèche. Donc, on les évite a priori. Les contre-exemples, bah, il y a eu des tentatives faites sur un internat d'un collège et du coup, bah, en prenant en compte le week-end et les vacances, on a divisé par 2 la consommation qu'on avait estimée. Enfin, quand je dis on, ce n'est pas nous, hein, mais c'est les retours de terrain qu'on a pu avoir. Un gymnase, les consommations réelles ont été presque 10 fois inférieures aux prévisions. Et une crèche, les consommations étaient 5 fois inférieures aux prévisions. Donc, j'insiste un peu, voilà, le typique, c'est les résidences longue durée, hein, en tout genre, que ce soit avec consommation d'eau chaude régulière et bien ciblée, hôtellerie, restauration, camping, logement ou résidence de longue durée, type EHPAD, prison, etc. Un peu de technique, mais très simple. Les différents composants d'une eau chaude, d'une production d'eau chaude. Ben, c'est simple, il y a des capteurs solaires, un ballon de stockage, un ou plusieurs ballons de stockage et des composants actifs comme les pompes. Le stockage, pourquoi? Ben, comme le soleil, enfin, c'est de production d'eau chaude, on stocke de l'eau chaude comme on le fait avec une autre énergie, hein, pour qu'elle soit disponible, mais d'autant plus, le soleil, lui, n'est pas là en général au moment où on a le plus besoin, c'est-à-dire le matin et le soir quand on se douche. Donc, le volume de stockage solaire, c'est à peu près le volume d'eau chaude qu'on soutire chaque jour. Monsieur Raza présentera un exemple plus tard, on verra que c'est à peu près le cas. Si le stockage est sous-dimensionné, on a des risques de surchauffe plus importants. Et une surchauffe, c'est une dégradation des capteurs s'il n'y a pas les protections qu'il faut, donc après une perte de production. S'il est surdimensionné, ben, c'est-à-dire qu'on a mis plein de capteurs, enfin, si le stockage est trop dimensionné par rapport aux capteurs, on aura du mal à le faire monter en température, puisque ben, c'est un peu comme une voiture dont le moteur ne serait pas assez puissant. Donc l'énergie sera trop diluée. Les capteurs, première approche, ce qu'il faut retenir, c'est 1 à 2 mètres carrés pour 100 litres de stockage. Là encore, c'est juste pour la culture générale. Il y a des bureaux d'études qui sont en capacité de vous accompagner si vous avez des envies. Même nous, on peut aussi vous aider. Mais en gros, quand on a plus de 1 à 2 mètres carrés de capteurs pour 100 litres de stockage, ben, on va être surdimensionné. Et à l'inverse, on va être sous-dimensionné. Ça s'affine en fonction de la zone géographique. En Ardèche, c'est assez cohérent, hein, la ressource solaire. Des conditions d'implantation, l'inclinaison, l'orientation, c'est naturellement, si on est orienté que à l'ouest, on ne profite pas du soleil le matin. De la répartition des besoins en eau chaude sur l'année et des performances des différents capteurs qu'on utilise. La productivité, elle est de 400 à 600 kWh par an en France. Donc 400, c'est le minimum imposé par l'ADEME pour un financement. Sur la région, on est entre 450 et 500. Dans des endroits plutôt ensoleillés, on peut être à plus.
Et sur le taux de couverture solaire, on est raisonnablement l'équilibre technico-économique, il est entre 30 et 60%. Souvent plutôt près de 30, on arrive à 50, on l'a vu, 60, c'est déjà une belle installation. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Un capteur, il est d'autant plus performant qu'il y a plus d'ensoleillement, l'irradiation, hein, c'est normal. Plus il y a d'énergie, mieux il fonctionne. L'orientation et l'inclinaison doivent être adaptées à l'usage. Si on fait l'eau chaude solaire, c'est toute l'année, donc là, on en tient compte. On a un soleil qui va avoir un azimut variable dans l'année. Si on est sur du chauffage uniquement en hiver, mais ce n'est pas la thématique, il faut l'orienter différemment. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'il est d'autant plus performant, donc il a un meilleur rendement quand il fonctionne avec un écart faible de température entre la température moyenne du capteur et la température ambiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire de l'eau très chaude à 80 degrés, votre capteur il va être aux environs de 80 degrés. Dehors, il va faire, même si on a un été, entre environ 20 degrés, on va avoir un gros écart de température. Si vous voulez réchauffer une piscine qui doit être à 24 degrés alors qu'il fait une vingtaine de degrés dehors, il n'y a plus du tout le même écart de température et là, le capteur va avoir un bien meilleur rendement. Donc, dans tous les schémas, il faut favoriser un retour froid au capteur parce que ça lui permet de finalement travailler à plus basse température et donc à mieux réchauffer. Donc, le froid, c'est très relatif, hein, ça peut être 30 degrés, ça peut être 45 si on est sur du chauffage, mais sur de l'eau chaude sanitaire, revenir à 40 degrés, ça peut être possible. Ça peut être 50 aussi. Donc, les différents types de capteurs solaires qui existent, le capteur vitré, donc on peut appeler de la moquette solaire, vous avez sans doute déjà vu, hein, c'est un film noir avec des tubes qui passent par-dessus. Il est parfait pour les piscines, hein, puisque lui, on verra qu'il a un rendement qui se dégrade très vite quand on monte dans la température, mais sur les températures de travail des piscines, réchauffage de piscine, hein, de l'eau, on parle bien de l'eau des piscines, il est très bien. Les capteurs plans vitrés qui sont les plus répandus, les plus connus, hein, ceux que vous voyez sur les toitures, c'est le roi des applications bâtiments. Donc, on verra les types de capteurs qu'il peut y avoir. Les capteurs plans, ils sont adaptés à la production d'eau chaude sanitaire et au système combiné eau chaude sanitaire et chauffage. Donc, voilà, il y a une entrée et une sortie d'un réseau d'eau, hein, qui passe en général dans du cuivre, avec tout un vitrage et ce qu'on appelle un absorbeur, qui est le plan noir derrière pour absorber le rayonnement du soleil et l'utiliser, réchauffer l'eau, et une isolation, parce que quand je vous parle de rendement d'un capteur, s'il monte en température, c'est comme tout le reste, ça rayonne, ça diffuse, donc l'énergie, au lieu d'être captée par le fluide caloporteur qui passe, elle est perdue à l'extérieur. Donc, quand on isole, on réduit ses pertes. Dernière technologie, le capteur à tube sous vide, qui est adapté aux applications haute température, donc plutôt chauffage ou production de chaleur. On va être sur des plus de 60 degrés. Hein, là, on va prendre du sous vide qui, lui, a l'avantage par rapport aux techniques, par rapport au capteur plan, de perdre moins de rendement à ces hautes températures. Donc là où un capteur plan à 80 degrés sera peut-être à 40% de rendement, le capteur sous vide, lui, sera encore à 60, hein, ce qui fait quand même 50% de performance en plus. Et donc, il sera plus adapté à des utilisations haute température. Il a un inconvénient, c'est qu'il a moins de surface active ramenée à la surface totale. Donc, il faut, pour la même puissance, mettre un peu plus de capteurs sous vide, et par rapport au capteur plan, hein, je m'entends. Et puis, il est quand même un peu plus cher, mais il a plus de performance. Donc, l'idée, hein, c'est de faire des tubes dans lesquels on crée du vide et on fait passer le fluide caloporteur à l'intérieur. Et donc, du coup, la question du rendement, il y a une grosse isolation. Rien qu'avec le vide, on s'affranchit de phénomènes de conduction et de transmission thermique qu'on retrouve sur les capteurs plans, ce qui explique qu'à plus haute température, on gagne en performance. Juste pour vous montrer de quoi on parle.
Le capteur plan vitré, il a un rendement quasiment de 100%. Alors là, la courbe, c'est la différence entre la température moyenne et la température extérieure rapportée, c'est un calcul normé, rapporté à l'irradiation qu'on a. Donc, plus le delta T est grand, plus on s'éloigne vers la droite. On voit que le rendement, quand la température moyenne est très proche de la température extérieure, les trois types de panneaux ont un rendement au-dessus de 80%. Et plus on s'éloigne, plus on arrive à de la perte de rendement. Donc, celui qui tient mieux les écarts de température, c'est le tube sous vide, 60 à 150 degrés. On peut monter à 150 degrés avec des tubes sous vide. Un capteur plan vitré, c'est celui qui est utilisable pour ce qui nous concerne, que je préconiserais plutôt pour l'eau chaude sanitaire, 20 à 70 degrés, et un capteur non vitré pour des réchauffages basse température d'autres piscines, par exemple. Si vous avez une piscine personnelle, c'est très facile, vous mettez une bâche noire, vous faites passer un tube dessus et vous avez quasiment un capteur vitré, un capteur plan non vitré. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les capteurs présents sur le marché doivent et disposent tous d'un avis technique, donc c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés par des organismes qui ont pignon sur rue, le CSTB, son équivalent suisse, le SPF, ou Solar Keymark qui est au niveau européen, ce qui fait que quand on prend c'est un peu comme la certification CE sur tout équipement, quand on prend un capteur solaire certifié par ces organismes, il a été certifié en termes de sécurité et de performance. Donc, on sait qu'on achète quelque chose qui est correct. Après, sa mise en œuvre doit être correctement faite aussi par un professionnel qui, lui, a une qualification RGE. Les types de panneaux que vous pouvez avoir, l'intégration au bâtiment. L'intégration, c'est quand le panneau solaire il est intégré dans le toit, on ne voit pas la différence. Il est vraiment au même plan que les tuiles ou que les ardoises, il est vraiment intégré. En superposition, c'est presque la même chose, sauf qu'il est posé sur le toit. On n'a pas ouvert le toit, enfin si, juste pour passer les tuyaux, mais on le pose par-dessus. Ou sur châssis, c'est les plus grandes installations la plupart du temps, châssis ou même ombrière, rien n'est interdit. Mais en châssis, vous voyez là, sur des toits terrasses, c'est une bonne solution. Ça permet d'incliner le panneau tout en ayant un toit qui est plat. Juste pour mémoire, en fait, dans l'intégration architecturale, aujourd'hui, il y a un guide qui a été édité, vous pouvez consulter, qui décrit un peu toutes les étapes. Il fait une quinzaine de pages, toutes les étapes nécessaires dans l'intégration architecturale. Alors, M. Raza m'avait dit qu'il y avait des questions en particulier sur la négociation avec les architectes des bâtiments de France. J'aurais tendance à dire que ça dépend un peu de chaque architecte. C'est la problématique qu'on rencontre avec les ABF. Le meilleur moyen d'avancer avec les ABF et ce que nous on pratique, c'est de les associer à la question d'intégration. Donc vous arrivez avec un projet, vous amenez des idées, mais il faut leur donner le crayon pour voir quel est leur avis sur l'intégration au bâtiment du panneau solaire. Après, il faut savoir que la mairie peut toujours aller outre la décision d'un architecte des bâtiments de France, c'est un peu en délivrant le permis de construire. Ça reste délicat, je le comprends, mais à la fin, c'est toujours la commune qui a le dernier mot. Si vous souhaitez faire un projet et qu'il n'est pas délirant, c'est le maire qui prend la responsabilité de délivrer ou pas le permis de construire. Toutefois, le mieux, c'est assez en amont du projet, d'en parler avec l'architecte des bâtiments de France et en l'associant à la conception, en général, c'est plus ou moins simple suivant l'architecte, mais on arrive à discuter avec eux. Donc, il y a un site, solaircollectif.fr, où il y a un guide d'intégration. Après, une fois qu'on a conçu, qu'on a défini et installé nos superbes panneaux solaires pour faire de l'eau chaude, il y a un point clé, il y a des points clés sur la maintenance. La maintenance, ça, c'est nos retours d'expérience parce qu'on fait du suivi de terrain. La maintenance, on a défini des actions. La vérification, c'est des actions simples. À chaque visite, une relève de compteur pour s'assurer que ça tourne. Parce qu'un compteur qui ne tourne pas, ça veut dire qu'on ne produit pas. L'inconvénient du solaire thermique, c'est quand il ne tourne pas, il y a une solution. Enfin, l'inconvénient, la faiblesse.
La faiblesse, c'est quand ça ne tourne pas, on ne le voit pas, il y a une énergie autre qui prend la relève et puis on le voit sur la facture de l'énergie autre quand elle arrive. Hein, donc, on peut vérifier la pression du circuit primaire et les compteurs et température. Tous les ans, donc une fois par an seulement, il y a quelques vérifications et suivis à faire. Donc là, pareil, les mainteneurs, ils peuvent aller se former dans des organismes tels que nous pour se former à la maintenance des installations. Et puis, tous les ans, tous les 2 ans, il y a d'autres opérations un peu plus techniques à vérifier, hein, mais que n'importe quel chauffagiste fait normalement avec des chaudières. Il faut juste qu'ils aient les outils qui vont bien, qui sont un peu spécifiques et qui sont le petit chariot avec la pompe de charge pour travailler sur le fluide caloporteur. Ça, c'est un outillage spécifique. Quand vous avez une installation solaire, il faut que votre mainteneur ait cet outillage. Au-delà de la maintenance, il y a un suivi, un bon suivi. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas, et pourtant, il n'y a pas grand monde qui le fait. Hein, un défaut de suivi, c'est un arrêt qu'on ne voit pas venir et un bilan économique pénalisé, puis écologique aussi. Et puis, potentiellement, si on ne traite pas des écarts, il peut y avoir des dégradations de performance, mais aussi du matériel, donc des coûts de remise en état. Donc, un suivi, ça permet de réagir. Alors, très rapidement, nous, on propose un dispositif qui a été financé par l'ADEME de télésuivi. C'est simplement le mainteneur ou le maître d'ouvrage saisit les données dans un masque de suivi sur Internet et il en ressort voilà, un graphique plutôt ergonomique tous les mois. Tous les mois, vous savez en bleu la production théorique de votre installation, en vert la production réelle. Donc, on considère qu'entre 80 et plus de 100% de la production, on est bon. Quand on est plus bas, ça devient orange ou rouge. Et donc, derrière, il y a des actions à mener pour corriger telle ou telle problématique. Bon, souvent, en janvier, février, les consommations ont été des fois optimistes. Hein, et là, on classe, donc c'est très visuel. Bon, exemple, hein, voilà, vous avez un bilan de vos opérations avec les installations qui vont bien, qui ne vont pas bien. Et pour votre information, sur le parc Consuit, qui est de 450 installations un peu partout dans la région et en France, à peu près 80% de l'énergie produite est attendue et produite, sachant qu'il y a une grande partie des installations qui fonctionnent correctement et qui est au-dessus de 80%, et il y en a quelques-unes qui sont en défaut, soit des défauts de conception, soit simplement parce qu'elles sont à l'arrêt. Voilà. Après les indicateurs de performance, et j'en ai bientôt fini, il faut faire attention à 2 choses dans ce qu'on vous vend. Il y a le taux de couverture, c'est des indicateurs normés. Le taux de couverture solaire, c'est la part des besoins thermiques couverts par l'énergie solaire. Donc, on va voir ce que c'est qu'un besoin thermique. Et le taux d'économie d'énergie, ce que vous attendez sur votre facture, finalement, c'est la part de votre consommation globale économisée grâce à l'énergie solaire. Alors, je vais dérouler mes schémas, ça ira plus vite. Le taux de couverture solaire en eau chaude. En eau chaude, les besoins, c'est la consommation, c'est l'énergie nécessaire pour réchauffer votre eau, mais pas pour réchauffer la boucle d'eau chaude sanitaire qui est nécessaire dans du collectif pour éviter les problèmes de Legionella et pour faire en sorte que les utilisateurs ne tirent pas 3 mètres cubes d'eau pour avoir une douche à 20 litres. Hein, donc, maintenir en température le bouclage d'eau. Donc là, on voit qu'il y a des besoins de 20 000 kWh, par exemple, sur de l'eau chaude. On en produit 10 000 avec du solaire. Eh ben, le taux de couverture solaire officiel et normé, on vous dira, vous couvrez à 50% vos besoins. La réalité, c'est comme vous bouclez l'eau chaude solaire, votre boucle, elle consomme, elle, 10 000 de plus, voire plus, même 37 000. On a 37 000 de consommation au niveau de l'échangeur. L'économie d'énergie globale, c'est vous avez produit 10 000 avec du solaire, vous avez une consommation globale de 37 000, vous avez économisé 27% de votre énergie. C'est 2 indicateurs normés, mais il faut faire attention quand on vous dit que vous allez avoir un taux de couverture de 50%, ça ne veut pas dire que vous avez 50% d'économie d'énergie sur votre facture globale. C'est 50% de vos besoins.
Voilà. Après, en quoi le solaire, c'est un apport? Ben, c'est des emplois non délocalisables, hein, des études, de l'installation, de l'exploitation. Les Ardéchois sont ou peuvent devenir tout à fait compétents en installation solaire. C'est bien sûr des gaz à effet de serre, de la pollution évitée, puisque voilà, hein, de l'indépendance économique du pays. Il faut savoir que les capteurs solaires, il y en a aussi produits en France. Et puis une facture allégée quand même derrière par rapport à vos besoins. Donc voilà, j'en ai fini. Merci pour votre présentation. Alors, j'ai quelques questions qui ont été soulevées. J'ai répondu dans le chat. Après, si vous pouvez apporter quelques compléments, sait-on jamais. La première, c'était: existe-t-il, en cas de surchauffe l'été, des possibilités techniques de transformer la chaleur en production d'air frais? Donc moi, j'y ai répondu comme quoi, bon, il n'y avait pas trop d'alternatives à la surproduction, qu'il fallait sous-dimensionner l'installation pour s'assurer en fait du bon fonctionnement de l'ensemble. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres connaissances au Alors, niveau des technologies il y a qui peuvent répondre à ça. Alors, sur une production d'eau chaude solaire collective, en dimensionnant correctement, il y a très peu de risques de surchauffe. Si vraiment on a des doutes, c'est ce qu'on fait sur des réseaux de chauffage. On va mettre un petit aérotherme pour dissiper de la chaleur le cas échéant. Vous pouvez avoir, mais c'est d'investissement complémentaire. Il y a des technologies de panneaux auto-vidangeables, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de production, même s'il y a du soleil, il se vidange et donc il n'y a pas de production de chaleur. Il y a des technologies et il y a des techniques qui permettent d'éviter ces inconvénients de montée en température des panneaux solaires, notamment les technologies de panneaux auto-vidangeables. Sur le camping, l'exemple de camping que je vous ai montré, c'était de l'auto-vidangeable. Donc, s'il n'y a pas de consommation parce que Covid, hein, c'est pas grave. C'est juste que là, du coup, on a un investissement qui ne produit pas. Très bien. Merci pour ces éléments. Autre question, donc il y avait une remarque plutôt donc, sur le temps de retour sur investissement qui semble être un peu long, et donc du coup la question qui était posée, c'était quelle était la durée de vie de l'équipement. Donc moi, j'ai eu tendance à répondre que ça va dépendre comment dire, du suivi en fait de l'équipement, et que ça peut largement dépasser les 25-30 ans. Mais vous, avec peut-être un peu votre recul, vous saurez un petit peu plus préciser là-dessus. Bien suivi et maintenu, 25 ans, ce n'est pas un problème. À Montmélian, il y a des panneaux solaires qui ont 40 ans, qui ont été quand même refités au niveau de l'absorbeur au bout de 25-30 ans, donc vous étiez dans la bonne fourchette. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été changés, ils ont juste été un peu rénovés. Mais la piscine de Montmélian produit la moitié de ses besoins, c'est une piscine extérieure d'été, la moitié de ses besoins d'énergie depuis 40 ans avec des panneaux solaires. Et elle fonctionne de juin à septembre. Ok, super. Merci. Du coup, pour compléter un petit peu, j'avais mis dans les commentaires un lien sur le site Sokol, sur lequel on trouve des vidéos. Voilà, donc je l'ai mis aussi dans ma présentation en fin de diaporama. Donc vous y accéderez quand je diffuserai le support. Donc là, il y a des témoignages en fait de différents porteurs de projets, dont la fameuse piscine de Montmélian, dont parle Monsieur Druon, et donc d'autres projets qui sont sur la région PACA ou ailleurs, un peu partout en France, et qui peuvent vous aider à la réflexion. Une autre remarque, après, je ne sais pas si on va pouvoir traiter cette question-là. Donc, il y a au niveau des ABF, des intégrations architecturales, il y a des avis qui sont contraignants, et apparemment, donc le maire ne peut pas aller outre en fait les avis de l'ABF. Donc, est-ce que vous sauriez commenter D'une ça ou pas, façon Monsieur Druon? générale, même si on le peut, je ne conseille pas d'aller outre. J'ai évoqué le fait que, effectivement, s'il y a pas il y a souvent des avis consultatifs, vous le verrez dans la petite brochure sur l'intégration architecturale, mais globalement, de toute façon, il faut associer l'architecte des bâtiments de France
à la démarche, je dois reconnaître que ça dépend de l'architecte. Il y en a qui sont plus ou moins souples. Donc malheureusement, quand on est tombé sur un architecte qui n'est pas favorable ou qui veut pas aller dans ce sens-là, il y a un vrai problème. Nous, ça fait partie des sujets qu'on étudie en tant que promoteur de l'énergie renouvelable, peut-être mettre en place des formations pour les ABF justement sur la problématique. Elle est valable pour le solaire photovoltaïque autant que pour le thermique sur ce sujet-là. Mhm. Donc, quand vous allez écrire, l'utilisation de matériaux qui ne sont pas en phase avec le matériau d'origine, et par définition, le solaire thermique ou photovoltaïque n'existait pas quand on a construit des bâtiments historiques, oui, on le rencontre régulièrement. C'est plus ou moins, c'est à gérer au cas par cas, mais déjà en associant les ABF en amont, on résout 80% des difficultés. Ok. Oui, d'accord. Je vois que les artichauts, limite, si vous avez quelqu'un, on peut en reparler. Éventuellement, c'est faire un échange avec eux parce que moi, l'Ardèche est quand même un territoire qui est plutôt bien exposé solairement et qui, dans ce que je vous présente, a du potentiel sur l'eau chaude collective par votre activité économique, notamment touristique. Merci. Eh bien, du coup, je n'ai pas d'autres questions qui ont été mises en avant. Donc, on va poursuivre avec la présentation du contrat chaleur renouvelable pour le détailler un petit peu et on va finir sur ça. Voilà. Alors, je vais partager mon écran à mon tour. Hop. Tac. Voilà. Et là, on va faire ça. Ça devrait aller. Donc, Monsieur Druon, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran, ma projection? Parce que voilà, il n'y a que votre micro qui est ouvert en fait. Et je désactive mon son, donc oui, on voit bien votre. Après, vous pouvez garder le son, il n'y a pas de souci du moment qu'on n'a pas d'interférence, il n'y a aucun problème. Alors, du coup, pour en revenir sur le contrat chaleur renouvelable, donc en fait, comme je le disais au départ, c'est un dispositif de l'ADEME qui en fait est une déclinaison du fonds chaleur. Donc le fonds chaleur, en fait, c'est donc un gros dispositif à l'échelle nationale qui permet donc de financer, d'accompagner les porteurs de projets et de les aider dans l'investissement. Mais les seuils qui sont fixés pour pouvoir y prétendre sont assez élevés, notamment pour les communes ou les collectivités de territoires plutôt ruraux. Donc l'ADEME a décliné ce fonds chaleur en ce qu'ils ont appelé le contrat chaleur renouvelable, donc plus adapté à l'échelle territoriale et donc qui permet comment dire, de mettre en œuvre des installations de plus petite taille et pouvoir tout de même prétendre à des aides et un accompagnement dispensé par les acteurs locaux du territoire. Voilà. Donc, au niveau du contrat chaleur renouvelable qui court aujourd'hui sur l'Ardèche, donc il y a un partenariat qui a été créé. Donc, ce contrat est porté en fait par le département de l'Ardèche qui donc coordonne le programme, fait l'instruction des dossiers et délivre les subventions quand il y a une demande associée. Voilà. L'ALEC 07 donc, que je représente aujourd'hui, notre rôle, c'est plutôt de faire la promotion du dispositif, donc d'animer des événements comme ce webinaire, des visites de sites et aussi délivrer des informations de premier niveau pour savoir si un projet peut prétendre à une aide ou pas. Voilà. Autre acteur donc, dans le cadre de ce contrat chaleur renouvelable, c'est le syndicat des énergies de l'Ardèche, donc, qui, lui, a le rôle donc, vraiment d'accompagnement des projets. Donc, il est là pour les qualifier, donc déterminer si il y a une réelle opportunité à se lancer dans des énergies renouvelables pour une application choisie. Donc, tout à l'heure, on parlait, comme l'a dit M. Druon, des campings, des EHPAD,
des abattoirs, voilà. Donc là, ça va être le rôle du syndicat des énergies de vous aider dans la réflexion et vous apporter quelques éléments qui vont vous aiguiller s'il va falloir poursuivre ou non votre démarche en faisant des études de faisabilité, en vous aidant à consulter des bureaux d'études. Voilà. Donc le syndicat des énergies peut aussi être comment dire, faire la réalisation des travaux en mandat d'ouvrage, voilà, à la place des communes. Donc après, si Mathieu Martin voudra intervenir, je le laisserai. Il est présent en fait dans ce webinaire. Pour l'instant, il ne m'a pas fait signe, donc je vais poursuivre. Donc après, le dernier acteur, c'est Fibois. Bon là, ça ne concerne pas trop ce webinaire, puisqu'aujourd'hui, on parle plus de solaire thermique, mais Fibois donc, intervient surtout sur le côté filière bois, et donc c'est plus approprié de les citer quand on va parler de bois énergie, donc de chaudières à granulés, chaudières à plaquettes, voilà, tout ce qui est réseau de chaleur, voilà. Donc dans le contrat chaleur renouvelable, concrètement, c'est quoi? Déjà, c'est un programme donc, qui est en cours, qui a débuté début 2020. Donc, il y a une durée de 3 ans. Donc, en gros, il y a une deadline. Il s'arrêtera fin 2022. Donc, en fait, si on a des projets, il faut essayer de les mettre en avant au plus vite pour essayer de pouvoir rentrer dans les clous et faire une demande de subvention auprès de l'ADEME dans le temps imparti. Voilà. Il y aura potentiellement une prolongation de ce dispositif, mais pour l'instant, rien n'est acté. Donc, l'idée, c'est de savoir que ça existe et donc de lancer l'engrenage, en fait. Voilà. Donc, ce contrat chaleur renouvelable, il est là pour il a été créé pour, mis en avant pour qu'il y ait notamment des réflexions sur la réduction des consommations énergétiques des bâtiments donc publics. Donc l'idée, c'est de favoriser en fait le développement de la chaleur renouvelable, donc l'ensemble des systèmes qui permettent de produire de la chaleur, donc pour le chauffage ou le chaude sanitaire. Voilà, aujourd'hui, en Ardèche, on a beaucoup de systèmes qui sont au fioul ou au gaz, malgré la forte présence de ressources renouvelables. Donc, on a le bois en ressources renouvelables, on a le solaire, la géothermie. Et donc, l'idée de ce contrat chaleur renouvelable, c'est d'inciter en fait à passer à l'acte en aidant les porteurs de projets avec un accompagnement et des subventions. Donc, les objectifs chiffrés de ce contrat chaleur renouvelable, c'est d'essayer de sortir 57 projets donc de bois énergie et 3 installations solaires thermiques, avec quand même, pour ceux qui portent les projets, une réflexion sur la réduction des consommations d'énergie de 40% par rapport à l'état initial du bâtiment qui sera concerné par la demande. Donc, tous les projets ne devront pas forcément avoir cette réduction de consommation énergétique. Néanmoins, c'est bien quand même d'y penser en amont pour essayer de mettre en place des systèmes qui soient vertueux dans le temps et qu'on ne soit pas juste à faire du remplacement d'un système fossile par un système renouvelable. Voilà. En quelques chiffres, donc le contrat chaleur renouvelable, c'est une enveloppe de 1 300 000 € de subvention pour de l'aide à l'investissement. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent qui serait intéressant d'aller chercher. Voilà. C'est vraiment pour l'installation de systèmes de production de chaleur. Donc, si vous avez des travaux sur l'enveloppe du bâtiment, il n'y aura pas de subvention délivrée par ce dispositif-là. On pourra faire appel à d'autres dispositifs comme la décile ou les certificats d'économie d'énergie. Mais voilà, ce dispositif-là est vraiment dédié à la promotion, au développement de la chaleur renouvelable. Voilà. Il se cumule avec d'autres dispositifs, donc comme toutes les aides publiques, elles se limitent quand même avec un financement à hauteur de 80% maximum. Dans le cadre donc de ce dispositif, il est possible d'avoir un accompagnement gratuit qui est dispensé par le syndicat des énergies de l'Ardèche. Voilà.
En cas de besoin, donc identifié par le syndicat des énergies, il y a la possibilité aussi d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est subventionnée à hauteur de 70%. Donc ça, c'est tout aussi intéressant quand on veut avoir un soutien dans sa démarche. Voilà. Les études sont également financées à hauteur de 70%. Donc, quand on a une hésitation, qu'on veut affiner un petit peu son projet, qu'on a une analyse d'opportunité favorable du syndicat des énergies, parfois, ça peut être bien d'aller au-delà en fait, de cette simple analyse d'opportunité et de lancer une étude de faisabilité pour se conforter dans le choix. Et là, donc, il y a un soutien aussi de l'ADEME qui est attribué dans ce cadre-là. Donc quel niveau d'aide? Ça c'est un petit peu plus délicat parce que ça va dépendre en fait du projet. Donc j'ai essayé de mettre en avant un exemple qui peut comment dire, vous permettre d'interpréter un peu ce que je suis en train d'annoncer au niveau du contrat chaleur renouvelable. Donc là j'ai pris l'exemple d'un logement, enfin d'un bâtiment de 10 logements collectifs sur une commune lambda. Voilà. Donc ce bâtiment, par logement, on aurait une consommation de 70 litres. Voilà. C'est vraiment des ratios qui sont pris en fonction des ratios communément utilisés au niveau des dimensionnements des installations. Et après, voilà, c'est à affiner forcément. Donc, si j'ai 10 logements, 70 litres par logement de besoin en termes d'eau chaude sanitaire, donc ça me fait en tout un besoin d'eau chaude sanitaire de 70 litres d'eau 700 litres d'eau pardon, à 60 degrés Celsius par jour. Donc, les installations solaires thermiques, comme l'a dit Monsieur Druon, le stockage se dimensionne toujours en fonction donc du besoin d'eau chaude sanitaire journalier. Voilà, donc là, à titre d'exemple, j'ai dimensionné un ballon à 800 litres pour un besoin de 700 litres. Les capteurs, donc, pour satisfaire ce besoin, donc il faudrait compter environ 12 mètres carrés de capteurs pour répondre en partie à un taux de couverture du besoin d'énergie, donc de 40 à 60%. Voilà. Et donc l'investissement tourne aux alentours de 1100 € par mètre carré de capteur. Donc voilà, ce petit exemple-là nous donne en fait un exemple d'investissement à l'échelle de 10 logements. Le seuil de production qui est attendu minimum et qui est fixé par l'ADEME, c'est qu'il y ait au moins 400 kWh par mètre carré de capteur par an. Voilà, donc ça c'est vraiment, pourquoi je l'ai mis en rouge, c'est parce que c'est l'indicateur qui va faire qu'on va avoir une subvention ou pas. Voilà. Donc pour 12 mètres carrés de capteur, on aurait 12 fois 400, donc 4800 kWh par an. Et donc, ça fait 4,8 MWh. C'est une question d'unité là où j'ai multiplié ou divisé par 1000 pour changer des milliers par millions. Voilà. Donc, parce qu'en fait, les forfaits de l'ADEME sont définis en fonction des mégawattheures produits. Voilà. Donc, si cette installation produit 4,8 mégawattheures par an, on a le petit tableau des forfaits qui sont distribués dans le cadre du contrat chaleur renouvelable, donc qui dit que quand on est entre 0 et 40 mégawattheures de production solaire utile par an, on a un forfait de 45 € par mégawattheure produit, et ça fois le nombre d'années qui est estimé de fonctionnement, donc c'est 20 ans. Voilà, donc on fait 45 fois 4,8 fois 20 et ça nous donne donc un forfait d'aide estimé de l'ADEME, donc délivré dans le cadre du contrat chaleur renouvelable de 4 300 €. Donc sur l'investissement initial à 13 200 €, ça fait quasiment une aide à hauteur de 30%, quoi. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres, et après c'est affiné forcément. À ça peut se cumuler en fait les aides, les dotations déciles, voilà, qui sont donc dans l'ancienne circulaire, enfin la circulaire toujours d'actualité jusqu'à fin 2021, aux alentours de 20 à 40% du montant du projet.
avec un minimum de demande de subvention qui doit être de 5 000 euros. Donc voilà, ça c'est à approfondir selon le projet. Donc sur un projet de cette taille-là pour 10 logements collectifs, par exemple, il y aurait un reste à charge pour la commune par rapport à l'investissement que ça représente d'environ 4 000 euros. Donc c'est quand même pas mal intéressant d'avoir un taux de subvention qui oscille entre 50 et 70%. Voilà. Donc j'ai pas pris d'exemple d'un camping parce que j'ai essayé de le modéliser, mais c'est beaucoup plus complexe. Parce que ça dépend en fait du niveau d'occupation du camping et ça c'était beaucoup trop aléatoire pour moi et je voulais pas trop m'aventurer à donner des chiffres qui pouvaient ne pas trop être représentatifs de la réalité. Donc là, s'il y a des idées de camping à équiper, je vous invite à consulter le syndicat des énergies pour qu'il vous accompagne sur ce sujet et qu'il vous fasse une analyse d'opportunité pour étudier si c'est pertinent ou pas de partir sur du solaire thermique sur ce genre d'équipements communaux. Donc, qui contacter dans le cadre de ce dispositif? Donc, il y a 3 grands interlocuteurs tout au long des démarches. Donc, si c'est une information de premier niveau que vous cherchez, que vous aimeriez savoir si vous êtes éligible au dispositif, si vous avez une question sur un potentiel projet, mais ça reste vraiment à l'état d'idée, là, c'est l'ALEC 07, donc moi-même, qui assurera la mission d'information. Si on a besoin d'accompagnement ou qu'on est déjà dans la démarche de vouloir déposer un dossier de subvention, donc il faudra dans ce cas-là faire appel au syndicat des énergies de l'Ardèche. Voilà. Et en toute fin de démarche, on sollicitera le département de l'Ardèche qui, lui, est l'instructeur en fait des dossiers et qui délivrera les subventions à la place de l'ADEME. Voilà. Pour à savoir donc dans le cadre de ce contrat chaleur renouvelable, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'ALEC a le rôle d'animation en fait et d'organisation d'événements. Donc quelques dates à retenir pour les prochains événements. Il y aura un webinaire un peu sur le même format que celui d'aujourd'hui, mais plutôt axé sur les réseaux de chaleur. Voilà. Donc, ce webinaire aura lieu le 9 novembre de 9h30 à 11h. Donc, on fera intervenir lors de ce webinaire le bureau d'études cabinet Cost, donc qui a déjà pas mal d'installations à son actif sur le département ardéchois et qui travaille assez fréquemment avec le syndicat des énergies et donc assure la mission de maître d'œuvre. Voilà. Le 16 novembre, donc, sera organisée une visite du réseau de chaleur de Vaucance, donc un secteur nord Ardèche. Voilà. Donc, lors de cet événement-là, on fera intervenir donc, le bureau d'études AVP, donc, qui a été le maître d'œuvre missionné pour ce projet. Et donc, on aura aussi le témoignage de Madame Ferrand, qui est l'élu de la commune de Vaucance et qui pourra vous faire un retour de son expérience sur le sujet. Voilà, donc si vous avez des questions à lui poser et voir du concret, c'est le moment ce sera vraiment le moment idéal pour avoir des réponses à vos questionnements. Au niveau pour le mois de décembre, une visite du réseau de chaleur des Vents est organisée, donc plutôt secteur sud. On essaye de rayonner un petit peu sur l'ensemble du département. Et là, donc pareil, on aura la présence du bureau d'études qui a accompagné le projet, donc le bureau d'études Alpha JM. Le maire d'Evance, donc Monsieur Michel, qui pourra également témoigner de son expérience sur le sujet, et les représentants et directeurs techniques de la commune. Voilà, Monsieur Imani. Voilà pour moi. Donc là, j'ai normalement terminé ma présentation. Oui, c'est bien ça. Donc j'ai mis
sur le support de présentation, comment dire, un lien qui vous permet d'accéder aux fameuses vidéos dont je parlais tout à l'heure, vidéos de témoignages qui vous permettent d'avoir un retour d'expérience bon, c'est sûr que c'est pas en direct, mais de, de, de collectivités qui se sont déjà lancées dans des projets d'installation de panneaux solaires thermiques. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, votre participation. Vous avez été pas mal nombreux aujourd'hui, donc c'est plutôt satisfaisant. Je suis plutôt content. Et donc là, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, je vais peut-être demander l'accompagnement de M. Druon, sait-on jamais. Alors, pour un EHPAD, il a été donné 15 litres par résident. J'ai Cette répondu dans la estimation. discussion. Ah, vous avez déjà répondu? Oui, Ok. oui, c'est des moyennes et à chaque fois, il est quand même conseillé autant sur des logements, c'est vraiment de la moyenne assez classique sur du EHPAD et il faut vérifier les consommations d'eau si on les a, bien sûr, hein, si on les mesure. Mais il faut prendre en compte toutes les spécificités qu'il peut y avoir. Donc la lingerie, elle est externalisée ou elle est sur place. La cuisine, normalement, dans un EHPAD, c'est le cas, mais c'est pareil, on peut très bien avoir des EHPAD qui sont, alors, sans doute pas en Ardèche, il peut y avoir des EHPAD où la cuisine est externalisée, donc la consommation d'eau n'est pas la même. Ok, très bien. Merci alors pour ces compléments. Et la dernière question, c'était c'était savoir si le support était disponible. Donc oui, je pourrais le diffuser. Je pense que le vôtre aussi, monsieur Druon. Oui, oui. Ok, super. Bon, ben voilà, donc ça répond à cette question. Je vais attendre juste une petite minute, voir s'il y a d'autres questions. Sinon, on pourra clôturer le webinaire. Alors, une question. L'ADEME soutient les réseaux de chaleur afin de réfléchir à un réseau de chaleur mutualisé entre un bâtiment privé et une commune. Qui est la personne qui peut accompagner? Donc, si le bâtiment, si un bâtiment communal dans le projet, dans la réflexion, du coup, c'est vraiment le syndicat des énergies qui se chargera de l'accompagnement du projet. Donc, il faudra contacter Monsieur Martin. Dans les commentaires, si vous remontez un petit peu plus haut, il a laissé ses coordonnées. Je pourrai les relayer lorsque je diffuserai le support à tout le monde, à tous les participants de ce webinaire. Voilà. Si vous voulez intégrer du solaire dans votre réseau de chaleur, nous, on a une mission de la région, hein, je l'ai dit en introduction, sur l'accompagnement des collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes pour développer le solaire thermique dans les réseaux. Donc, Monsieur Martin, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez des demandes de réseau de chaleur. C'est du solaire en complément de la biomasse. Aujourd'hui, on peut quasiment effacer on peut imaginer de ne pas avoir de production hydrocarbures à côté. Ok, très bien, je vous remercie. J'en prends note. Du coup, donc juste, j'en profite pour rajouter que donc, dans le contrat chaleur renouvelable, attention par contre, c'est vraiment les systèmes solaires sont destinés à la production d'eau chaude sanitaire. Après, si on veut faire installer des panneaux solaires thermiques dans le cadre d'un réseau de chaleur, donc ça ne sera plus dans le cadre de ce dispositif-là, mais c'est toujours possible et c'est une réflexion qui est vraiment pertinente. Voilà, je ne suis pas là pour juste dire non, on ne peut pas le faire. Si, on peut le faire, mais ça ne sera pas dans le cadre de ce dispositif, donc les modalités seront un peu différentes. Voilà. Mais c'est toujours envisageable et c'est une réflexion qui a le mérite d'être approfondie. Alors, j'attends encore quelques secondes. Alors, ok. Et si la commune n'est pas partante, calendrier trop restreint, qui accompagne pour les gros projets collectifs privés? Et la commune peut-elle demander plus tard une extension? Alors, aujourd'hui, si la commune n'est pas celle qui porte le projet, donc à ce jour, il n'y a pas d'accompagnement possible de ce projet-là. Dans un futur proche, normalement, le contrat chaleur renouvelable
devrait s'étendre au secteur privé. C'est-à-dire que donc s'il y a des entreprises ou autres structures qui ont des bâtiments qui sont consommateurs d'énergie et qui ont envie de s'orienter vers la chaleur renouvelable, du coup, le porteur du projet privé pourra normalement demander un accompagnement. Donc, normalement, ça devrait être assuré conjointement par le syndicat des énergies et la LEC 07, mais ce n'est pas encore tout bien cadré. On est en train de travailler sur le sujet parce que à ce stade, rien n'est encore acté auprès de l'ADEME et du département. Voilà, donc c'est vraiment un projet en construction. On espère que ça aboutira pour que la chaleur renouvelable ne soit pas qu'une affaire donc des collectivités, mais s'étende vraiment à tous les acteurs du département des Choix. Voilà. Alors, vous me demandiez donc quand ce projet devrait aboutir. Alors là, il est déjà en cours de réflexion. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être mis en œuvre pour l'année prochaine. Donc, plutôt compter sur mi-2022, voire peut-être fin 2022, pas avant. On avait comme objectif de faire ça au printemps 2022, mais je ne pense pas que ça sera possible. Donc voilà, ça pourra peut-être répondre à la dernière question. Ok, super. Je vais attendre encore une petite minute, voir s'il y a d'autres questions, puis sinon on clôturera. Non, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, en tout cas, merci pour votre participation. Merci, Monsieur Druon, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir, avec plaisir. Ah, voilà, une dernière question. Y a-t-il des études ou des projets sur la mise en place de murs, trombes et sur leur éventuel financement? Alors là, je ne sais pas du tout répondre à cette question. Je suis navré. Je ne sais pas si Mathieu Martin ou même M. Druon avait des éléments, mais là, je ne sais pas du tout. Donc, Mathieu Martin nous dit non, pas de notre côté. Là, je ne sais pas ce que c'est qu'un mur trombe. Moi non plus, c'est pour ça que je… Peut-être qu'on peut le préciser. Moi, je ne sais pas. Donc, peut-être que Mathieu Martin peut préciser, mais moi, je ne sais pas. Il y a un correcteur d'orthographe qui est passé. Peut-être. Oui, chauffage solaire passif. Sur le passif, là, c'est pas… Oui. Je crois… Là, on est dans le constructif. Ok. On n'est pas sur de la production solaire thermique active. Donc, ça rentre dans l'aspect bâtiment et pas dans la production solaire. C'est actif, hein, je suis désolée. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas un système de production sur de l'eau. Donc, relié à un système de production avec… mais oui, bien sûr, on récupère de la chaleur, on la rediffuse. Mais ça, c'est pas pris en compte dans les subventions ADEME pour moi. Pas pour moi non plus. Là, je trouve que c'est dommage parce que ça pourrait valoir le coup vraiment de le développer parce que c'est… Enfin, bon, vous avez raison, mais il y a plein de points sur lesquels l'ADEME on fait rentrer dans les cases, on va dire. Hein. C'est déjà pas mal, ça fait avancer. Ça, c'est une technologie qui aujourd'hui, enfin, moi j'en connais d'autres qui ne sont pas prises en compte et qui utilisent le solaire aussi. Donc, ils sont sur des cases spécifiques. Quand je disais c'est pas un système actif, c'est pas le bon terme. Ils ont référencé des capteurs solaires raccordés à un réseau d'eau chaude et qui produit très clairement. Ouais. Bon. En tout cas, merci. Mais avec quand plaisir, on vous parle de mètres carrés de capteurs, ça devient difficile avec le mur. On peut donner des mètres carrés, mais on va vous demander la technologie et compagnie. Donc, globalement, c'est pas… Enfin, aujourd'hui, l'ADEME ne finance pas ça, mais je pourrais leur poser la question quand même. Ça serait peut-être… je pense que oui, ça pourrait être à creuser comme… Enfin, de développer ce système-là. C'est déjà en place à Font-Romeu, au sein du solaire là,
il y a un centre CNRS et il y a des bâtis qui doivent avoir 30 ou 40 ans qui sont chauffés juste par des murs trombes. Bon, je ne Ok, sais pas si vous m'avez ok. si vous m'avez entendu, mais voilà. Oui, on vous a entendu. Oui, on vous J'en attend. parlerai à ma prochaine réunion avec les représentants de l'ADEME, savoir si dans leur dispositif, si ça peut rentrer dans les dispositifs. Mais bon, après, là, on est sur un aspect constructif quand même différent. Autant un capteur solaire, vous pouvez le poser en toiture et travailler dans la chaufferie. Autant là, vous touchez directement à l'organisation du logement, je dirais. Donc, ouais, peut-être, je ne sais pas s'ils l'ont pris en compte ou pas, mais pas à ma connaissance. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Parce que je ne sais pas si le mur trombe pourrait rentrer, il faudrait tester en fait, mais aujourd'hui l'ADEME ne l'a pas explicitement identifié comme étant finançable. Notamment, il faut être capable de mesurer la chaleur produite. Et est-ce qu'au niveau expérimental, ça pourrait être testé ou aidé? Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait trouver un… Vous voulez dire en réhabilitation? Parce qu'en Oui, en construction neuve, réhabilitation ou essayer là, de l'insérer en tant que truc expérimental, quoi. avec une aide? Avec une aide, oui, ou avec un bureau d'études une aide pour un bureau d'études qui se penche dessus, et puis Ah, une bah aide là, le pour la problème, mise en c'est place. que en thermique, tous les installations expérimentales thermiques ne sont pas subventionnées par l'ADEME. Moi, D'accord. j'ai échangé avec un entrepreneur qui, lui, fait du chauffage un lotissement de 12 logements 100% solaire avec du stockage. Il n'arrive pas à se faire financer par l'ADEME. Bon, bah alors, c'est dommage. Ouais, voilà. d'accord. Ok. Très Bon. bien. Eh bien, je vais clôturer Merci beaucoup. les échanges. Merci à tous et bon après-midi alors. Et j'espère que vous avez retenu les dates pour les prochains événements voilà, qui seront organisés dans le cadre de ce contrat chaleur renouvelable. À bientôt. Excusez-moi, s'il reste quelqu'un. Oui, C'est juste, j'ai oui, eu un je suis toujours contretemps. là. Je suis en train de… D'accord, désolé. Alors, J'ai eu un contretemps, j'ai pas pu assister. C'est moi qui avais envoyé un mail pour dire que j'avais pas réussi à avoir les infos de connexion et je l'ai vu que tardivement là. Est-ce qu'il y a eu un enregistrement de la conférence, de alors l'échange? oui, je suis en train de le faire. Donc, je vais juste, hop, normalement, ça devrait être bon. J'ai tout enregistré. Ça n'a pas marché au début, donc il y aura peut-être une coupure sur les 5 premières minutes, mais je pourrais normalement essayer de mettre un replay en ligne. Je vais essayer de voir ça. Voilà. Merci beaucoup à vous et puis merci d'avoir organisé. Alors, je suis désolé, je vous ai fait un peu faux bond, mais c'est chouette pour les élus quand même de pouvoir avoir des informations. Eh ben, merci pour votre commentaire, hein, c'est super. Eh ben, écoutez, on va essayer de continuer dans ce sens-là et j'espère que voilà que ça vous servira pour la suite là. Ce que je disais, je ne sais pas si vous avez vu avant que tout le monde ne parte, je montrais comme quoi il y avait d'autres événements prévus. Alors, Non, j'ai hop, pas eu le temps de noter, très honnêtement, non. bah, je vous remonte là de suite là si vous voulez. Ouais, Hop, très bien. après tout le monde est parti, moi ça me dérange pas C'est sympa de… parce que j'habite de votre temps du coup, hein. Ah non, il n'y a pas de souci, hein, je suis pas à la minute près, ne vous inquiétez pas. Alors, juste, il faut que j'arrive à partager ça. Donc là, normalement, vous devriez voir. Voilà. Alors, ça a commencé le partage d'écran. Voilà. Oui, je vois une diapo avec les prochains événements et sauver les dates. Voilà. Du coup, donc, un webinaire prévu sur les réseaux de chaleur, courant novembre, là, début novembre. Donc là, c'est pareil qu'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a parlé principalement de solaire thermique avec l'intervention de M. Druon, donc, qui était le directeur de l'INES. Donc, une intervention qui était assez technique et sur laquelle on pouvait poser pas mal de questions si on en avait sur cette technologie. Mais là, ça va être un petit peu pareil. On va faire intervenir un bureau d'études qui est spécialisé dans le dimensionnement de ce genre d'installation et donc ça sera l'occasion d'en savoir un petit peu plus s'il y a un potentiel dans sa commune, quoi. Voilà. D'accord.
D'accord. Mais, Et, merci beaucoup, hein. et- Et le 16 novembre et le mais avec 1er plaisir. décembre. Et Voilà, c'est ça. Donc 2 visites. du coup, je connais pas très bien votre organisme, l'agence locale ALEC 07, De Agence l'énergie et du climat de locale l'Ardèche. d'énergie. Par rapport au SDE, parce qu'on a fonctionné cette année, on a pu changer le chauffage de l'école de notre commune, là, et c'était super parce qu'ils ont pris Ouais. la maîtrise d'œuvre et ils font ça super bien, le SDE Mhm. 07. Vous, Super. votre orientation, c'est plutôt quoi, en fait, votre cœur de métier, c'est quoi? Alors nous, là, sur le contrat chaleur renouvelable, mon rôle, c'est seulement de faire la promotion du dispositif. Donc, D'accord. d'organiser des événements, de parler de technologie pour justement aider aux élus à comprendre de ce qui existe en fait et ce qu'on peut faire et voir un peu les aides qu'on peut mobiliser. Voilà. Et D'accord. l'accompagnement Est-ce qu'il y auquel a on des aides peut prétendre. particulières en ce moment? Il y a Là, des aides particulières en ce moment? pour les projets solaires thermiques, donc il y a des aides effectivement dans le cadre du contrat chaleur renouvelable. Selon le projet, bien sûr à affiner, mais les aides elles peuvent être dans ce dispositif-là de l'ordre de 20-30%, voire 40% de l'investissement. De l'enveloppe totale Et de elles se complètent l'investissement. avec de l'enveloppe totale d'investissement et ça peut se compléter avec les dotations déciles, là. Voilà, les aides de l'État. Et donc, on peut, je ne vais pas dire généralement ni facilement, mais dans certains cas, on peut atteindre les 80% de financement. Donc, c'est quand même quelque chose de pas mal intéressant et c'est important d'aller mobiliser si on veut développer des projets sur son. Là, en tout cas, nous, on a vu, ça a bien fonctionné avec le SDE, là. Mhm. On a fait un mini réseau de chaleur entre l'école et la mairie, qui sont distants de 50 mètres, Ok, super. avec un peu un dénivelé. Et c'était vraiment… Alors, pour l'instant, je n'ai pas le retour des usagers de savoir s'ils sont contents et qu'ils sont chauds, mais je n'ai pas eu non plus de gens qui râlaient. Donc, ça doit vouloir dire que c'est bien. C'est un bon point Ça a déjà, été… parce que généralement, ouais, ouais. Ça peut être délicat comme sujet. Mais du coup, on a changé nos vieux grille-pains et notre vieille chaudière au fioul. Enfin, elle n'était pas si vieille, la chaudière au fioul, parce qu'elle elle a été installée il y a moins de 12 ans, ce qui était un peu une aberration. Mais, et donc, du coup, ça s'est fait parce qu'il y avait des gens pour nous aider. Sinon, on n'y serait jamais arrivé. On n'a pas les oui, compétences. mais justement, c'est là le levier que l'on a grâce à ce dispositif actuel, c'est qu'on a un accompagnement qui est proposé par le syndicat des énergies, quoi. Et donc, ça permet de mettre en œuvre des actions au sein de vos communes. Donc, c'est pour ça qu'on en fait la promotion pour que les élus s'en saisissent et se disent qu'il y a des opportunités, il faut y aller, il faut aller de l'avant et il y aura des acteurs qui vous soutiendront. Voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est pas dans ce cadre-là. Je peux pas accompagner parce que c'est vraiment le rôle du syndicat des énergies. Mais Mais ils le font voilà, très bien. l'idée, oui, voilà, donc du coup, ça pas besoin que ça fasse doublon. Voilà. Ouais, ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Je suis un peu désolé de ne pas avoir pu assister, mais s'il y a le replay, je regarderai. Ouais, je vais essayer Et d'enregistrer tout ça. Normalement, c'est bon, hein, ça a pris pendant tout le long du webinaire. Donc après, j'espère que ça fonctionnera et bon, je après, il n'y a pas diffuserai tout mort ça. d'homme, hein. Si ça ne marche pas, il n'y a pas mort d'homme. Je vous en voudrais pas. Eh bien, ok. Bonne journée Bonne journée à vous. et à bientôt alors. Bonne continuation. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.